Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va tourner autour d'un jour spécifique, le 8 mai. Des livres que j'ai lus sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai fait un tri parce que j'en ai lu pas mal. Je vous ai proposé des titres qu'on voit peut-être un petit peu moins par rapport à l'habitude. Aujourd'hui cette vidéo elle a un sponsor, le sponsor c'est FlexiPost qui a décidé de m'envoyer un bureau, mais pas n'importe quel type de bureau, un bureau assis debout, donc un bureau électrique qui est réglable en fait, tu peux régler la hauteur, il y a une possibilité de valider deux hauteurs, c'est-à-dire une hauteur debout, une hauteur assis, tu cliques sur le chiffre 1 ou 2 et il va donc se caler directement. Donc c'est un bureau qui est très pratique d'utilisation, notamment pour les gens comme moi qui travaillent de chez soi, quand on a un petit peu mal au dos on peut être debout, on peut être assis, j'en avais véritablement besoin parce que je vais investir bientôt dans du matériel informatique pour vous faire des lives, donc voilà, je l'use depuis une bonne dizaine de jours et c'est vraiment très pratique. On choisit le design, alors autant le plateau qui est de très bonne qualité, voilà, qui est solide, autant que les pieds. Donc moi j'ai choisi un plateau plutôt marron foncé avec des pieds foncés. On module en fonction de nos goûts et ça c'est hyper sympa. Ce bureau c'est le U8 avancé sur le site internet, donc FlexiPost, je vous le mets en barre d'infos. Un bureau qui est très solide, alors qui a déjà été envoyé dans de très bonnes conditions où c'était très bien protégé. Le petit conseil que je peux vous donner c'est de le monter à deux parce que les pieds sont très lourds vu que c'est électronique et c'est vraiment de la qualité. Il y a un cache fil en dessous, donc ce qui permet de pas trop voir les fils et ça c'est voilà, ça en fait un bureau élégant. C'est hyper pratique et c'est un véritable confort pour le travail. Voilà, j'étais très contente qu'il me le propose parce que j'avais besoin de ce produit et que je me suis dit qu'il serait potentiellement utile. Là, il y a plusieurs tailles de plateaux qui sont disponibles. Voilà, vous modulez un petit peu en fonction de vos envies. Je remercie la marque de m'avoir envoyé ce bureau qui est très utile. Avant toute chose, je voulais simplement vous dire que le nouveau livre d'Arnaud, Nous regrettons la mort, sort mercredi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir si ça va vous plaire ou pas. Je suis trop contente, je reçois les livres lundi, donc j'ai vraiment hâte de les avoir dans les mains. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de livres sur la Seconde Guerre mondiale. Le jour de la libération fait que je trouvais ça pertinent. Le fait aussi que, avec mes études de lettres et mon parcours d'écolier, ça a été quelque chose que j'ai beaucoup lu. Ça a été le fait du hasard. J'ai eu un de mes professeurs de collège, ça a été mon professeur pendant 3 ans, de ma 5e jusqu'à ma 3e, qui était très impliqué voilà, sur la Seconde Guerre mondiale. On a parlé quasi exclusivement de ça. Je me suis rendue en 3e à Auschwitz, j'ai pu voir de mes propres yeux ce que c'était. Voilà, donc j'ai fait aussi ce qu'on appelait à l'époque le concours de la résistance. C'était des dossiers qui étaient faits sur la résistance et ça c'était hyper intéressant. Donc j'ai eu vraiment ce professeur qui nous a beaucoup donné de lecture, qui nous a beaucoup donné envie d'en apprendre sur ce sujet-là, et à la fac j'ai fait le choix, parce que c'est une thématique qui m'intéresse, d'étudier les récits de mémoire. Donc les récits de mémoire ce sont des récits qui parlent donc de la mémoire et notamment de la mémoire de la Shoah, et donc on a étudié autant des livres sur la Première Guerre mondiale que sur la Seconde Guerre mondiale et ça m'a fait découvrir des auteurs. Voilà, donc j'avais envie de vous en parler. Ça va être des genres totalement différents, on va aller du polar à la jeunesse tout en ayant des livres qui sont un petit peu contemporains et des témoignages, donc j'avais un peu envie de vous en parler. C'est une vidéo qui va pas être drôle mais c'est une vidéo que je trouve intéressante, c'est un sujet qui est notamment très important en ce moment et d'autant plus important que les personnes qui pouvaient en parler sont de moins en moins nombreuses à pouvoir le faire. Je fais partie de la génération où mes grands-parents ont vécu la guerre, alors ils étaient très jeunes mais ont vécu notamment en Normandie l'exode. Ce sont des périodes qui sont assez dures où on en a parlé, voilà, donc ce n'est pas aussi lointain et on doit en tirer les leçons au quotidien, et sur ce on va commencer tout de suite. J'aurais pu vous parler de Camus, j'aurais pu vous parler de Gary, voilà, j'aurais pu vous parler des grands auteurs, des poètes de la résistance comme Aragon, voilà, j'aurais pu vous parler de tous ces grands auteurs-là. J'aurais pu aussi vous parler des auteurs de l'imaginaire, parce que l'imaginaire a aussi un terreau. Alors il y a des textes qui, par exemple, que je n'ai pas lus, mais que je sais que ce sont des textes où il y a vraiment une inspiration, où ça se situe pendant cette période-là, on est vraiment dans l'imaginaire de la Seconde Guerre mondiale, donc ça c'est vraiment très présent. Et il y a aussi des textes où l'histoire se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, sans aller très loin. Narnia, au début de Narnia, les enfants sont envoyés, comme beaucoup d'enfants en Angleterre, parce que Londres est sous les bombes, sont envoyés à la campagne. On a aussi Miss Peregrine et les enfants particuliers, voilà, qui a aussi ce contexte-ci et une lecture aussi sur la Seconde Guerre mondiale et les conflits. Donc voilà, on a des récits d'imaginaire qui ont ce globe-ci, mais j'avais vraiment envie ici de sortir de l'imaginaire pour vous parler des textes un petit peu autres. Le premier, je les ai pas triés dans un ordre particulier, c'est, je pense, un des plus connus, et c'est un livre qui est très accessible et qui traite du sujet de façon originale
originale et d'une façon pas trop violente, même si c'est très violent parce que tous ces récits-là cachent une certaine violence. Je parle de La voleuse de livres. Alors ça a été un best-seller, c'est un livre qui a été adapté en film. J'ai vu le film qui est plutôt pas mal, mais le livre est hyper intéressant parce qu'il prend le point de vue en fait d'une jeune fille qui pendant l'occupation allemande va rencontrer un jeune garçon juif et qui va l'héberger. Ce jeune garçon va tomber malade et pour lui faire passer le temps, elle va lui lire des livres et notamment elle va voler des livres. Il faut savoir qu'à cette période, l'autodafé était quelque chose qui était pratiqué notamment par les occupants allemands, ce qui fait qu'on a toute une réflexion sur le livre et la guerre. C'est une réflexion qui est d'autant plus pertinente sur la chaîne parce qu'on est sur une chaîne de littérature. C'est un livre qui est d'autant plus touchant parce que ça touche des enfants, qu'on a aussi le prisme de la guerre du point de vue des enfants, et ça c'est quelque chose d'assez intéressant et d'autant plus marquant. On a quelque chose d'assez intéressant, un point de vue, la mort en fait est présente dans le texte et parle. Et elle parle en fait de tout ce conflit-là et c'est un point de vue qui est hyper novateur je trouve. Alors pas si novateur que ça, Camus et tout l'ont fait, mais ça apporte une touche au récit qui est d'autant plus intéressant que voilà, ça traite une partie de l'histoire et la gravité en fait de nuire à la culture, voilà, dans un pays c'est quelque chose, c'est un acte de guerre qui est aussi un acte très violent parce que ça réduit une civilisation, voilà. L'écrit actuellement c'est une des bases on va dire civilisationnelles, nous permet de garder la mémoire, c'est ce qui nous permet de transmettre et c'est vraiment un livre qui est passionnant, qui est très triste mais qui est très beau et j'avais beaucoup aimé le point de vue de la jeune fille. C'est un livre qui est très accessible en termes de lecture, ça peut être lu par tous, je pense que même vers l'adolescence ça peut se lire sans problème et ça a été un best-seller. Si vous n'avez pas envie de lire le livre, il y a le film qui est très sympa aussi. J'ai envie de vous parler à la suite de deux témoignages. Alors deux témoignages, un qui est extrêmement célèbre que j'ai découvert je crois en italien avant de le découvrir en français et un petit peu moins célèbre mais qui est tout aussi marquant. Alors il y a Si questo è un uomo, donc Si c'était un homme de Primo Levi, je pense que vous l'avez tous lu à l'école, où c'est l'histoire de Primo Levi qui est donc un Italien juif qui va être déporté je crois en 44 et qui va raconter l'enfer des camps. Donc on est vraiment sur un témoignage sur ce qui s'est passé, sur sa mémoire à lui. Et l'horreur de ça, c'est grâce à ces gens-là qu'on a, on va dire, une trace, un vécu, un petit peu de pensée à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu les personnes qui ont voulu écrire parce que c'était nécessaire à leur reconstruction, parce que c'était aussi nécessaire pour la mémoire et c'est pour ça aussi que la mémoire de la Shoah, les personnes qui ont été dans les camps et notamment le peuple juif qui a été envoyé dans les camps a beaucoup écrit sur le sujet, ce qui a permis aussi de sensibiliser les populations du monde à ce conflit-ci et à l'horreur de ce qui s'est passé. Donc voilà, il y a eu vraiment cette prise en compte de la mémoire et c'est hyper important pour eux et pour nous, voilà, pour la globalité, notamment en France qui a été un des pays où il y a eu de la déportation, un peu de résistance et aussi beaucoup de gens qui ont collaboré et voilà, donc c'est hyper important d'avoir ce genre de témoignage là. Donc là on est vraiment dans les faits sur ce qu'il a vécu, c'est un texte qui est très dur, qui est souvent lu à l'école, lisible voilà facilement, on n'est plus sur un témoignage pur et brut et très violent et c'est voilà, c'est la réalité, c'est des faits et c'est ce qui en fait en fait l'importance de ce témoignage. Il y a un autre auteur qui a écrit beaucoup de choses qui tournent un petit peu de ça, c'est Georges Semprin. Alors Georges Semprin, moi je l'ai étudié dans les récits de mémoire, il a notamment écrit L'écriture ou la vie, il a écrit notamment d'autres textes sur le sujet. Alors Georges Semprin, il a le parti pris lui de raconter ce qui s'est passé, voilà, ce qu'il a vécu, mais aussi ce qu'il a vécu après. On va suivre vraiment toute sa vie, alors c'est autobiographique, hein, mais on va suivre toute sa vie sur l'après-enfermement, l'après comment il est revenu, le regard des gens quand ces personnes-là sont revenus, la reconstruction. Il y a aussi beaucoup d'exemples de gens qui n'ont pas réussi, voilà, la vision des autres, la vision de soi-même aussi, ce qu'on doit donner aussi à son héritage, ses héritiers, voilà, il y a toute une scène dans un des livres où il retourne en fait là où il a été emprisonné et là où il a été déporté et où il montre à ses petits-enfants en fait. Et il y a tout ce côté, on lègue un héritage qui est très très lourd. Donc Georges Semprin, c'est beaucoup un texte sur la mémoire où il va alterner en fait autant des passages où voilà, dans sa vie, voilà, pendant ce moment-là, mais surtout l'après avec tous les traumatismes qu'il a eu et toute la pensée en fait de je dois écrire pour me reconstruire et c'est tellement difficile et en fait la déportation ne s'est pas arrêtée
à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça a eu des conséquences sur cette génération-là, sur leur famille, même s'ils n'étaient pas touchés, sur la France, sur les pays, sur les gens, vraiment toute la population entière, et sur les générations futures, sur le fait de leurs enfants, qu'est-ce qu'ils ont comme héritage, notamment vis-à-vis du judaïsme et tout. Bref, c'est très très intéressant, et Georges Semprin, c'est une écriture qui m'avait énormément touchée à l'époque, et voilà, il a vraiment écrit beaucoup de choses sur ce sujet-là. C'est très autobiographique, mais c'est très touchant. Il a une plume, voilà, c'est des récits où il va peut-être falloir sortir les mouchoirs à plusieurs reprises parce que c'est touchant, et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on parle un peu de la reconstruction et du phénomène de mémoire, qui est quelque chose de très important, et c'est quelque chose que certains pays essayent de briser. Voilà. En semi-autobiographique, il y a donc un auteur qui est très très connu, qui parle un peu de ce sujet-là de temps en temps dans ses livres, mais j'avais envie de vous citer un livre précis, c'est Dora Bruder de Modiano. Alors Modiano, c'est un des auteurs français, je pense, qui est le plus célèbre actuellement, qui a eu énormément de prix. Dans Dora Bruder, donc Modiano, c'est un personnage qui est inspiré de lui, hein, donc c'est semi-autobiographique, mais il s'inspire de ça, va enquêter sur une jeune fille qui a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale, et une jeune fille juive. Donc on a tout ce côté, on va dire, lui de sa personne, qui évolue dans les quartiers de Paris, donc on a énormément de références sur des lieux, tout ça. Et qu'est-ce qui est arrivé au mystère Dora Bruder. Dora Bruder, en fait, au-delà du fait que c'est une jeune fille qui a existé, qui a disparu et tout, c'est la représentation même de la personne déportée, dont on ne sait rien, qui a été effacée de l'histoire d'une certaine manière. On ne sait pas où elle était, ce qui lui est arrivé et tout. C'est la représentation même, en fait, de ça. C'est presque une figure, pas allégorique d'une certaine manière, mais c'est l'exemple éclairant de tout ça, tu vois. Et il en devient obsédé, en fait, de savoir ce qui est arrivé à cette jeune fille pendant la Seconde Guerre mondiale, même après. Les personnes qui ont subi la déportation, quand ils sont revenus sur leur lieu d'habitation, parfois ils ont appris sur place qu'ils ne reverront jamais leurs parents ou leurs proches. Voilà, parfois ils retrouvaient leurs proches parce qu'ils avaient ils ne savaient pas, ils ne savaient pas. On a des gens qui ne reconnaissaient même pas, tellement physiquement ils étaient différents. Et surtout, souvent, les appartements avaient été soit volés, soit réquisitionnés, tout avait été pillé, et se sont retrouvés avec une vie à refaire, voilà. Et surtout, je crois que c'est un texte très célèbre, je ne l'ai pas lu, mais elle s'appelait Sarah, c'est un peu ça aussi, ça parle aussi de tous ces appartements qui ont été pris, de tous ces biens qui ont été volés, et qui n'ont pas été restitués aux familles, quoi. Et voilà, c'est un texte, Modiano, c'est très particulier parce que ça va très rapidement, c'est toujours dans la suggestion, mais Dora Bruder, c'est un espèce d'enquête un peu, j'irai pas jusqu'à onirique parce que c'est pas onirique, mais d'une sorte de fantôme, en fait, d'une sorte de fille fantôme qui obsède et qui représente toute une génération, et la tristesse de cette génération qui a subi ça. Donc voilà, c'est un autre texte, mais là on est sur la semi-autobiographie. Et on est aussi face à une personne qui n'a pas vécu ça, il me semble. Il n'a pas vécu ça, c'est une personne, on va dire, lambda, qui est à la recherche d'une personne qui a vécu le pire. Je vous parle aussi, je garde des textes que j'ai vraiment énormément aimés pour la fin, un petit peu de teasing. Je vous parle aussi du Pianiste. Alors le Pianiste, je pense que c'est un des textes les plus célèbres. J'ai lu le livre il y a pas si longtemps, il y a dans les 5 ans, là, les 5 dernières années. Le Pianiste, j'avais envie de vous en parler parce que ça parle d'une particularité de ce conflit, c'est-à-dire que ça parle du ghetto, et notamment du ghetto de Varsovie où je me suis rendue. C'est très spécial comme endroit parce que ils en gardent encore la marque, il y a tout un phénomène de mémoire qui est encore présent. Donc on suit un jeune homme au début du texte qui est donc juif, et qui va se retrouver dans le ghetto de Varsovie. Il va se cacher dans ce ghetto-là pendant une grande partie de la guerre, et il assure avec un Allemand, notamment avec l'usage du piano. Donc c'est vraiment toute la vie dans le ghetto, les difficultés pour se nourrir, le danger, voilà, les gens que tu vois disparaître, les déportations de masse, et surtout la survie dans une ville qui devient fantôme, une ville morte, quoi. Et c'est un très très beau texte. Le film est excellent, notamment parce qu'il est servi par de la musique, et voilà, le film vaut vraiment le coup d'être visionné, et voilà, l'acteur joue très très bien dedans, et on a tout aussi le contexte de avant le conflit qui est développé, et voir un peu comment les hommes réagissent enfermés là-dedans pour leur survie. Voilà, il y a des moments où on se pose des questions de moralité et tout, et ça c'est hyper intéressant. Je vous parle ensuite d'un polar que j'ai lu. J'avais forcément
besoin de vous parler de ce polar parce que c'est un auteur normand, c'est un peu notre figure d'égérie de la littérature actuellement, c'est Michel Bussy. Michel Bussy, il écrit beaucoup de romans sur la Normandie, de polars sur la Normandie, même si là il s'écarte. Voilà, il fait de la jeunesse, il fait plein de choses, il avait écrit sur d'autres régions. La Normandie est vraiment centrale, par exemple dans Les Néphréens Noirs, c'est Giverny. Dans Gravé dans le sable, c'est l'histoire donc des plages de Hohama Beach, si vous êtes du côté de Caen, donc vraiment les plages normandes de très grand sable, où il y a eu le débarquement. Et on est donc face au début du texte à cette scène du débarquement avec des Américains qui, voilà, sont prêts à donner leur vie pour sauver la France, et on est face à un jeune homme de noble famille, de riche famille, qui propose à un autre d'aller en fait il tirait au sort pour savoir qui allait en première ligne, et lui comme il a de l'argent, il propose à un autre de prendre sa place, voilà, et l'autre décède. On va être 15 ans plus tard, il me semble, dans le texte, on a donc la fiancée du jeune homme qui s'est sacrifié. Il a accepté l'argent, c'est notamment parce qu'ils étaient pauvres et qu'il voulait offrir une belle vie à sa femme, qui a été en Normandie, elle revient en fait sur les traces depuis quelques années, elle essaye de savoir ce qui s'est passé, d'avoir si son mari, comment ça s'est passé, bref, elle retourne sur les traces comme beaucoup d'Américains l'ont fait et continuent de le faire, elle n'est pas au courant du manège qui a été fait, et elle va essayer d'enquêter sur ce qui s'est passé vraiment, et voilà, donc on est vraiment sur un espèce de polar avec un passage, toute une partie qui se passe sur les côtes normandes et en même temps une partie qui se passe aux États-Unis sous fond de Seconde Guerre mondiale, donc après la Seconde Guerre mondiale, et notamment ce que ça a eu comme incidence avec le débarquement et le point de vue américain. Donc ça c'est un livre, alors c'est un polar qui est très sympa, Michel Bussy, ça se lit vraiment comme du petit lait, et celui-ci est très sympathique au niveau des références, voilà, à ce conflit-là, voilà, donc j'avais envie de vous en parler, il y a beaucoup de polars sur le sujet, autant placer Michel quand on peut me placer Michel. Je vous garde le plus marquant pour moi dans ma jeunesse en dernier. Je vais vous parler du Cercle littéraire des éplucheurs de patates. Voilà, le titre prête toujours à rire, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé à l'époque. Se situe à Guernesey. On suit l'histoire d'un journaliste, il me semble, qui a écrit pendant la Seconde Guerre mondiale et puis après, qui a été assez célèbre, notamment pendant le conflit, pour faire des petits récits un peu humoristiques pour détendre les gens et tout. Il doit écrire un roman, il sait pas trop sur quel sujet il écrit. Un jour, il reçoit une lettre d'un homme qui vit à Guernesey qui lui explique, voilà, qu'ils ont un club de lecture et tout, et il va se rendre sur place. En fait, le club de littérature est simplement une justification pour outrepasser en fait le couvre-feu qui a été instauré par les Allemands sur l'île. Guernesey, donc c'est un peu sur les côtes bretonnes normandes, je suis pas bien en géo mais c'est par là, mais ça appartient à l'Angleterre. Et donc c'était un lieu très stratégique pendant la guerre, et ça a été un lieu où il y a eu quand même, c'était très difficile. C'est un point de vue qui est assez original, c'est un récit qui arrive à mêler un petit peu d'humour et de légèreté, avec un côté où c'est assez sombre ce qui s'est passé, où la littérature, voilà, on a encore la place du livre là-dedans, sur aussi une autre image des Allemands, un petit peu de ça, et c'est un texte qui parle vraiment de ce point de vue stratégique de Guernesey, qui est une très belle île que je vous conseille de visiter si vous pouvez le faire, parce que c'est vraiment très beau, et voilà, toutes ces histoires sous l'occupation, et le fait que, voilà, on a des petits... La littérature devient une excuse pour un petit peu outrepasser les Allemands, et ça c'est un chouette récit. Il y a aussi un texte qui me revient maintenant, mais en fait j'ai oublié de le noter sur mon téléphone, ça me revient. Il y a aussi un texte qui serait intéressant à lire, alors il y a pas mal de choses qui sont faites aussi sur, on va dire, le régime de cette époque-ci, et il y a un texte que j'ai lu qui est sur un personnage précis de cette époque, sur Eva Braun. Donc Eva Braun, c'est un personnage de l'histoire de l'Allemagne assez sombre et assez complexe, qui a été un petit peu transformée par la littérature pour en faire une femme ignoble et tout, et c'est un peu plus subtil que ça. Donc Eva Braun, c'était la compagne du H. Et ce qui fait que on a un livre que je vous présente ici, où on va vous présenter en fait le personnage d'Eva Braun. Alors c'est un livre qui n'est pas un livre historique, hein. C'est un livre qui parle un peu de sa vie et tout, et qui va parler en même temps du régime, de comment ça se passait en Allemagne, et de la proximité avec le dirigeant de l'Allemagne de l'époque, sachant que celui-ci avait un rapport aux femmes assez particulier, et que Eva Braun est un personnage qui est
assez mystérieux. Voilà, on sait qu'elle a eu une implication, qu'elle a fait des choses, mais le problème c'est que l'histoire a fait qu'on l'a transformée sur plein de choses, on n'est pas sûr de beaucoup de choses, donc ça permet de reparler de ce personnage, alors pas en le valorisant dans le texte, mais peut-être plus en se basant sur les faits qu'on est sûr, et en relativisant un petit peu ce qui a été extrapolé juste après. Donc voilà, ça parle aussi de la vision des femmes de l'époque en Allemagne, et c'est assez intéressant. Voilà, il faut avoir le recul sur le sujet, mais c'est toujours intéressant d'avoir aussi ce point de vue-là. Il était intéressant aussi d'avoir un point de vue autre aussi sur la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, alors je vais vous parler du texte, dont j'ai plus un ressenti personnel qu'un souvenir de l'histoire. Je sais où je l'ai lu, quand je l'ai lu, dans quelles conditions je l'ai lu, et je sais que c'est, je pense, dans mon top 5 des lectures qui m'a le plus marqué de mon parcours on va dire littéraire, de ma maternelle jusqu'à mon master, jusqu'à ma licence de lettres. Ce texte est donc Sobibor. Sobibor, on me l'avait donné à lire en 5e. En 5e, et je me souviens de l'avoir lu pendant des vacances en Alsace. Je me souviens du canapé et tout. Sobibor, c'est un texte qui est adressé à la jeunesse, ou dans mes souvenirs, parce que c'est vraiment des ressentis que j'ai. C'est un livre qui m'a retourné, mais retourné, j'en ai pensé pendant des semaines, des mois après. J'avais jamais été plongée autant dans un livre scolaire, ça m'a fait mal physiquement aussi. On est sur l'histoire d'une jeune fille un petit peu rebelle et surtout qui est atteinte d'anorexie dans le texte. Et elle va essayer de savoir un petit peu via son parcours psychologique ce qui s'est passé, elle est mal dans sa peau, il y a un truc qui va pas. Et en parallèle donc de cette jeune fille qui a à peu près notre âge, voilà, à peu près l'âge d'un adolescent, d'une jeune adolescente, on va avoir le fin mot de pourquoi elle ressent ça, et surtout le secret de famille qui est lié à la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est un texte qui est très très beau, et en même temps qui, je pense que c'est la première fois que j'avais été confrontée à la thématique de l'anorexie, et c'est un truc qui... On a tous des blocages sur certaines choses. L'anorexie, j'ai un blocage, j'ai été traumatisée avec ça quand j'étais petite, par ce livre et par d'autres choses, et ce qui fait que ce livre n'a pas arrangé les choses. Là-dessus, ça m'a rendu malade comme le personnage, physiquement. Voilà, j'étais vraiment pas bien, j'avais pas faim quand je lisais ce livre-là. C'était pas très particulier, j'ai vraiment subi le livre, mais en même temps je l'ai aimé. Très spécial. Et le fin mot de l'histoire pour une gamine de 12 ans, c'était triste et magnifique. Voilà, c'est romancé totalement, mais c'est un livre qui parle en fait du conflit adressé vraiment à des enfants pour pas être confronté à quelque chose de trop violent. On dit ça, mais en même temps, 2 ans plus tard, j'étais face à la violence même, hein, c'est-à-dire que voilà, j'étais sur place et on voit des choses où personnellement ça fait 12 ans et je m'en souviens comme si c'était hier. Tout le déroulé du guide, il y a des images, tu sais, il y a des choses où c'est marquant, et pour le coup, quand c'est jeune en plus, c'est d'autant plus marquant. Voilà, donc c'est peut-être même un peu trop jeune pour qu'on soit confronté à ça, mais Sobibor, ça a été une lecture bouleversante, renversante. Je vous la conseille sincèrement si vous avez des enfants, pour être sensibilisé au sujet. Je sais absolument pas si maintenant dans les programmes scolaires c'est aussi important la Seconde Guerre mondiale. À notre époque ça l'était, dans le sens que voilà, on a pu bénéficier de voir des résistants, voilà, faire des voyages, rencontrer des gens, mais pour tout vous dire, moi ce qui m'avait choqué, donc il y a un peu plus de 10 ans de ça, il y a un peu plus de 10 ans, c'est que par exemple en Pologne, les élèves polonais étudiaient assez peu la question et que c'était assez tabou, parce que c'est les parents qui m'avaient dit tu n'en parles pas, j'étais chez une correspondante, tu n'en parles pas parce que les enfants, nous, on les protège beaucoup sur cette question-là. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire lire aux enfants, il faut continuer à transmettre la mémoire. C'est un texte voilà, que moi j'ai lu dans le cadre scolaire et qui était vraiment formidable là-dessus, qui traite en plus d'un sujet d'autant plus actuel qui est l'anorexie et les maladies psychologiques, notamment liées à tout ce qui est TCA. Et vraiment, c'est un texte qui m'avait beaucoup marqué, mais comme je vous dis, c'est un texte qui a il est à l'intérieur de moi, tu vois, qui est vraiment dans ce qui m'a marqué profondément. C'est le top 10, je pense, des textes qui m'ont le plus marqué quand j'étais enfant. Et voilà, donc j'avais vraiment envie de vous parler de Sobibor, qui est assez intéressant. J'aurais pu vous parler de plein de choses,
notamment des livres même historiques sur ce sujet-là, j'en ai lu quelques-uns pendant des recherches et tout. Voilà, il y a énormément de textes dessus. De toute manière, je pense que si vous allez sur des sites de référence, des sites qui référencent un peu les textes, où je pense que vous avez vous avez au moins 10 000 bouquins qui parlent de ce sujet-là, alors sur des prismes et des angles assez différents. Là, j'avais envie de vous présenter des prismes et des angles différents. Et je vous laisse lire ça, et notamment je trouve ça important de continuer à lire ces sujets-là, parce que moi ce qui m'a étonnée, c'est que les jeunes que je connais à l'école ne lisent plus beaucoup de livres sur ce sujet-là, et c'est hyper important. Mais ce qui se passe actuellement en Chine, ce que font subir les Chinois à certains peuples, on est un peu dans ça, et voilà, c'est hyper important, parce que via les guerres qui sont en cours, il y a beaucoup de comparaisons entre les guerres, et il y a des mots qui doivent être empruntés avec justesse. J'ai vraiment envie de faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est un jour qui est très important pour la France et pour l'histoire, et aussi pour notre histoire commune. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à jeter un œil aux bureaux parce qu'ils sont vraiment de qualité. Si vous avez besoin d'un bureau très solide, qui est réglable et tout, c'est vraiment vraiment super. Et surtout, n'hésitez pas à me confier, voilà, des petits livres que vous avez aimés sur le sujet. Voilà, ça fera de la bibliographie pour les gens qui ont peut-être déjà lu tout, parce que c'est des textes qui sont assez connus, et ça permettra, voilà, peut-être à d'autres qui sont passionnés par le sujet, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment passionnés par le sujet. Il n'y a rien qu'à voir, vous allez dans un salon du livre régional en Normandie, le nombre de sujets sur la Seconde Guerre mondiale, c'est ouf. Voilà, il y a énormément de livres là-dessus, parce que la Normandie est une terre qui a beaucoup subi, notamment parce que avec les bombardements, le débarquement, on a eu un peu de tout. Donc voilà, c'est quelque chose de très important, et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.